La puissante compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA change de tête. Rafael Ramirez cède son fauteuil à Eleudio Del Pino. Barack Obama appelle l'OTAN à s'ouvrir à de nouveaux membres. C'est en marge du sommet qui aura lieu du jeudi au vendredi au Pays de Galles. La question du terrorisme au cœur d'une réunion internationale à Abuja au Nigeria. Principale cible, le groupe islamiste Boko Haram. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Peut-être un accord avec Vladimir Poutine sur un régime de cessez-le-feu dans l'Est séparatiste pro-russe. L'annonce a été faite par l'Ukraine. Le Kremlin souligne cependant qu'il n'était pas partie prenante au conflit et ne pouvait donc décider d'une telle mesure. Pendant ce temps, le président américain Barack Obama appelle l'OTAN à soutenir l'Ukraine sans ambiguïté et à réaffirmer que l'alliance devrait rester ouverte à l'entrée de nouveaux membres à l'occasion de son sommet qui aura lieu jeudi et vendredi au Pays de Galles. Reportage. À l'issue d'une conversation téléphonique entre les présidents russes et ukrainiens, la présidence ukrainienne a dans un premier temps fait état d'un accord sur un cessez-le-feu permanent dans le Donbass, bassin minier de l'Est qui comprend les régions de Donetsk et de Lugansk, en proie à de violents combats. Peu après, la présidence a nuancé ses propos, soulignant que l'accord trouvé portait sur un régime de cessez-le-feu. Pour sa part, le Kremlin a déclaré dans un premier temps que la conversation entre les deux hommes ne portait que sur des mesures qui seraient favorables à un cessez-le-feu entre les rebelles et les forces ukrainiennes. La Russie ne peut concrètement pas négocier un cessez-le-feu car elle n'est pas partie prenante au conflit, a indiqué le porte-parole de Kremlin, Dmitri Peskov. Dans une déclaration à la presse ce mercredi au cours d'une visite en Mongolie, le président russe Vladimir Poutine a présenté un plan en 7 points de règlement de la crise en Ukraine, disant espérer un accord final entre Kiev et les rebelles pro-russes d'ici à vendredi. Selon Vladimir Poutine, il faut avant tout mettre fin aux opérations offensives dans les régions de Donetsk et de Lugansk, tant du côté de l'armée ukrainienne que du côté des rebelles. Il propose également un retrait des forces armées ukrainiennes à une distance suffisante pour exclure des tirs d'artillerie sur les localités situées dans la zone de conflit, la mise en place d'un dispositif international de l'application d'un futur cessez-le-feu et le renoncement à l'utilisation des forces aériennes contre les civils. Les 3 points restants sont un échange des prisonniers de guerre sans conditions préalables, l'ouverture de couloirs humanitaires pour les réfugiés et la livraison de l'aide humanitaire dans l'est de l'Ukraine ainsi que l'envoi dans cette région des équipes chargées de la reconstruction des infrastructures détruites au cours du conflit. De son côté, le président américain Barack Obama, en visite en Estonie, s'est montré très prudent et a estimé qu'il était trop tôt pour se prononcer sur un éventuel accord entre Kiev et Moscou. Tout comme nous n'avons jamais accepté l'occupation et l'annexion illégale des nations baltes, nous n'accepterons pas l'occupation et l'annexion illégale de la Crimée ou de quelques parties de l'Ukraine par la Russie. Cette semaine, notre alliance doit s'unir autour d'un nouveau projet afin que nous soyons mieux préparés et cela veut dire que nous devons renforcer nos plans défensifs afin d'être prêts à répondre à toute menace envers nos alliés. L'Ukraine doit pouvoir librement choisir sa propre destinée et cette semaine, l'OTAN doit envoyer un message fort et sans ambiguïté de soutien envers l'Ukraine. Il a par ailleurs réaffirmé que les États-Unis et les pays de l'OTAN étaient pleinement derrière les pays baltes. Au Venezuela, la puissante compagnie pétrolière publique PDVSA change de tête. Rafael Ramirez, qui présidait aux destinées de cette compagnie depuis 10 ans, est démis de ses fonctions pour d'autres responsabilités. Rafael Ramirez a relevé de ses fonctions de président de PDVSA, la puissante compagnie pétrolière publique du Venezuela. Lui, qui était également ministre du pétrole et vice-président à l'économie, perd par la même occasion ses 2 portefeuilles. Merci Rafael, mon camarade. Rafael part pour assumer des nouvelles responsabilités. Ne lui dites pas au revoir.
Il change seulement de responsabilité. En lieu et place de Rafael Ramirez, devenu ministre des Affaires étrangères, c'est Eleudio Del Pino qui devient président de PDVSA. J'ai nommé Eleudio Del Pino président de PDVSA, un camarade avec une grande expérience dans l'industrie pétrolière. J'ai parlé avec lui aujourd'hui, je lui ai donné des instructions spécifiques sur l'élaboration d'un plan pour accélérer la consolidation de l'industrie pétrolière. Voilà qui devrait relancer PDVSA, confronté à une hausse de son déficit et une inflation de plus de 60% par an. Après le Kenya, le Nigeria accueille à son tour une réunion internationale consacrée à la question de la lutte contre le terrorisme. Mais contrairement à la rencontre de Nairobi, les assises d'Abuja visent spécifiquement la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Joël Itondi pour le récit. Sont attendus à cette réunion internationale d'Abuja avec le homologue nigérian, les ministres des Affaires étrangères du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Niger, à leur côté des représentants américains, français, britanniques, chinois, canadiens ainsi que ceux de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Organisation de la coopération islamique. Cette réunion d'une journée vise à faire le point sur la mise en œuvre des mesures décidées lors des précédentes réunions qui se sont tenues dans la lignée du sommet de Paris en mai, notamment l'aide internationale pour combattre l'insurrection de Boko Haram, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères nigérien. À la suite du sommet de Paris, les Occidentaux avaient annoncé l'envoi de spécialistes de renseignement et d'avions espions au Nigeria, mais selon des sources diplomatiques, la coopération est restée au point mort. À cette rencontre d'Abuja, il sera question de la raviver. De fait, au Nigeria, l'armée semble incapable d'enrayer toute seule la progression de Boko Haram qui, après des années d'actions de guérilla et d'attentats, affronte désormais de manière conventionnelle les militaires qu'il va falloir équiper et acquérir pour la cause. En début de semaine, Boko Haram a une nouvelle fois défié les forces de défense en attaquant la cité stratégique de Bama, deuxième ville de l'État de Borno. La ville serait ensuite tombée entre leurs mains. Information que l'armée et les autorités nigérianes continuent de démentir. Il faut dire que cette réunion internationale du Nigeria a donné lieu à un certain nombre de grandes résolutions. Plus de précisions à ce sujet avec le ministre nigérian des Affaires étrangères. La réunion a souligné la nécessité de lutter efficacement contre les sources de financement et d'armement de Boko Haram. Elle appelle à une plus grande coopération de la communauté internationale pour faciliter le suivi de ces sources en vue de mettre un terme à ces pratiques et à toute forme de transfert illégal d'armes et de munitions. Aussi, appelle-t-elle à l'application stricte des sanctions des Nations Unies et d'autres sanctions internationales contre les groupes terroristes, en particulier Boko Haram. Les participants ont noté avec regret que les filles de Chibok, malgré les efforts du Nigeria et des partenaires internationaux, sont encore en captivité. Ils ont alors réaffirmé la nécessité de se mobiliser pour mettre fin à leur captivité. Ils ont en outre appelé à un soutien général pour mettre fin aux violences sexuelles. Le monde est en train de perdre la bataille contre la progression de l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Ainsi parlait mardi la présidente de Médecins sans frontières. Médecins sans frontières prévient le monde du risque des pays membres de l'ONU. Aussi, les habitants de Dolo au Libéria sont mécontents de leur mise en quarantaine. Le président contesté de la Fédération nigériane de football, Chris Giwa, a indiqué lundi Médecins sans frontières prévient le monde du risque de perdre la bataille contre la progression de l'épidémie d'Ebola. Joanne Liu, présidente de Médecins sans frontières, a appelé la communauté internationale à financer davantage de lits afin de mettre en place un réseau d'hôpitaux de campagne, à envoyer du personnel médical qualifié et à déployer des laboratoires volants en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. C'était lors d'une réunion d'information sur Ebola pour les États membres de l'ONU. La pire épidémie d'Ebola de notre histoire a commencé il y a 6 mois et le monde est en train de perdre la bataille. Les dirigeants ne sont pas en mesure de gérer cette menace transnationale.
Les cas recensés et les décès continuent d'augmenter en Afrique de l'Ouest. Des émeutes ont eu lieu. Les centres d'isolement sont surchargés. Le personnel soignant est lui aussi infecté et meurt à un rythme alarmant. La directrice de l'OMS, Margaret Chan, a affirmé que Ebola est devenu une menace mondiale qui nécessite une réponse mondiale, soulignant que l'épidémie ne se limitait pas à une maladie africaine. En mettant en place des mesures disproportionnées par rapport aux risques, les 3 pays les plus touchés sont isolés et marginalisés et cela empêche une réponse très rapide. L'épidémie va s'aggraver et demande une réponse urgente, à grande échelle et bien coordonnée. Le sentiment, c'est que l'épidémie s'accélère et que personne n'arrive à la contrôler. Ce que nous devons faire désormais, c'est nous retrousser les manches et nous assurer que toutes les composantes des Nations Unies travaillent ensemble pour une réponse complète, dans la confiance, pour que les ressources nécessaires dans chaque pays soient en place, pour que le personnel soignant puisse travailler et que nous puissions faire venir autant de renforts que possible. Tous les pays du monde doivent penser à ce qu'ils peuvent faire pour aider. Si on n'arrive pas globalement à maîtriser cette épidémie, alors elle risque de nous affecter. Pendant ce temps, au Libéria, les habitants de Dolo, à 60 km de la capitale du pays, perdent patience car isolés du reste du territoire depuis le 20 août. Ils disent qu'ils nous apportent de la nourriture, mais certains d'entre nous n'ont rien reçu. On n'a même pas eu de ticket. Je n'ai pas vu un seul cas d'Ebola ici depuis que nous avons été mis en quarantaine. Les pays d'Afrique continuent la veille face à l'épidémie. Le monde est en train de perdre la bataille contre la progression de l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Ainsi parlait mardi la présidente de Médecins sans frontières. C'était lors d'une rencontre des pays membres de l'ONU. Aussi, les habitants de Dolo, au Libéria, sont mécontents de leur mise en quarantaine. Médecins sans frontières prévient le monde du risque de perdre la bataille contre la progression de l'épidémie d'Ebola. Joanne Liu, présidente de Médecins sans frontières, a appelé la communauté internationale à financer davantage de lits afin de mettre en place un réseau d'hôpitaux de campagne, à envoyer du personnel médical qualifié et à déployer des laboratoires volants en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. C'était lors d'une réunion d'information sur Ebola pour les États membres de l'ONU. La pire épidémie d'Ebola de notre histoire a commencé il y a 6 mois et le monde est en train de perdre la bataille. Les dirigeants ne sont pas en mesure de gérer cette menace transnationale. Les cas recensés et les décès continuent d'augmenter en Afrique de l'Ouest. Des émeutes ont eu lieu. Les centres d'isolement sont surchargés. Le personnel soignant est lui aussi infecté et meurt à un rythme alarmant. La directrice de l'OMS, Margaret Chan, a affirmé que Ebola est devenu une menace mondiale qui nécessite une réponse mondiale, soulignant que l'épidémie ne se limitait pas à une maladie africaine. En mettant en place des mesures disproportionnées par rapport aux risques, les 3 pays les plus touchés sont isolés et marginalisés et cela empêche une réponse très rapide. L'épidémie va s'aggraver et demande une réponse urgente, à grande échelle et bien coordonnée. Le sentiment, c'est que l'épidémie s'accélère et que personne n'arrive à la contrôler. Ce que nous devons faire désormais, c'est nous retrousser les manches et nous assurer que toutes les composantes des Nations Unies travaillent ensemble pour une réponse complète, dans la confiance, pour que les ressources nécessaires dans chaque pays soient en place, pour que le personnel soignant puisse travailler et que nous puissions faire venir autant de renforts que possible. Tous les pays du monde doivent penser à ce qu'ils peuvent faire pour aider. Si on n'arrive pas globalement à maîtriser cette épidémie, alors elle risque de nous affecter. Pendant ce temps, au Libéria, les habitants de Dolo, à 60 km de la capitale du pays, perdent patience car isolés du reste du territoire depuis le 20 août. Ils disent qu'ils nous apportent de la nourriture, mais certains d'entre nous n'ont rien reçu. On n'a même pas eu de ticket. Je n'ai pas vu un seul cas d'Ebola ici depuis que nous avons été mis en quarantaine. Les pays d'Afrique continuent la veille face à l'épidémie.
Un mot de sport à présent avec la FIFA qui menace de suspendre la Fédération nigériane de football si son président et son équipe ne quittaient pas leur poste. Ces derniers ne sont en effet pas reconnus par la Fédération internationale de football. La situation risque de coûter cher aux Super Eagles, champions d'Afrique en titre. Le président contesté de la Fédération nigériane de football, Chris Giwa, a indiqué lundi ne redouter aucune sanction de la FIFA qui estime sa récente élection illégale et menace de suspendre le Nigeria. La Fédération internationale de football, qui refuse toute ingérence du pouvoir politique dans la gestion des fédérations nationales, a donné jusqu'à lundi minuit au président et à son équipe pour quitter leur poste sous peine d'une suspension. Une telle sanction pourrait empêcher l'équipe nigériane des Super Eagles, championne d'Afrique en titre, de jouer ses premiers matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Nigeria est en train de changer la direction de la Fédération nigériane de football après 4 années de l'administration Aminu Maigari. Nous sommes censés avoir une élection en août, mais tout à coup, ils ont tenté de le virer avant la fin de son contrat. La FIFA dit non, nous ne faisons pas de cette façon. La FIFA dit, il doit y avoir une élection. Ceux qui essaient de tenir ce comité en otage sont égoïstes. Ils prennent plus soin d'eux-mêmes que du pays. Et ils devraient se conformer aux directives de la FIFA parce que nous allons tous les tenir pour responsables si le pays est suspendu du monde du football. Chris Giwa a été élu président de la Fédération nigériane de football il y a une semaine dans des conditions contestées. Le président sortant Aminu Maigari ayant été arrêté par la police secrète quelques heures plus tôt et emprisonné. Le ministère nigérien des Sports avait aussitôt estimé l'élection valide. Dans une lettre adressée à la Fédération nigériane de football vendredi dernier, Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, a indiqué ne pas reconnaître le résultat de cette élection et a fixé un ultimatum. Si d'ici le 4 septembre, les élections ne sont pas organisées comme prévu par la FIFA n'aura d'autre choix que de suspendre le Nigeria du football mondial. Le seul moyen de sortir, c'est au ministre de le dire à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'il les a supportés, c'est de leur dire de partir. C'est la seule façon. S'ils ne partent pas après le 4 septembre, sans aucun doute, je peux vous assurer que ce pays sera suspendu. Rappelons que la FIFA avait déjà suspendu le Nigeria une dizaine de jours en juillet, après que le gouvernement nigérian eut tenté d'écarter Aminu Maigari et son équipe avant de faire machine arrière. Et pour boucler cette édition, je vous propose de suivre la revue de presse africaine, une signature de Joël Yetonji. La une des quotidiens africains dans leur parution du jour, nous la démarrons avec le quotidien malien L'Expression qui, à sa manchette, publie 4 soldats de la mission de l'ONU tués par un engin explosif dans le nord-est du Mali. L'information est aussi relayée par Arthur Orange qui précise que les casques bleus en question sont tous des Tchadiens. L'engin explosif, ajoute-t-il dans ses colonnes, a fait également des blessés graves. Autre lieu, même scène d'atrocité, rapporte Panafrique Monde, témoin d'un attentat dans le Sinaï en Égypte. 11 policiers ont été tués. Des détonations ont également été entendues dans l'extrême nord du Cameroun. Sous les balles des forces de défense, précise Romandie, une quarantaine de combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont été abattus. Un groupe qui, se désole la presse au Nigeria, pourrait bien réaliser son ambition d'établir un califat. L'État de Borno dans le nord-est, constate-t-il, est sur le point de tomber définitivement aux mains du groupe islamiste armé. Le petit journal renchérit, Boko Haram poursuit son offensive devant une armée qui visiblement cherche ses marques. Le terrorisme, mentionne Akinfo, n'est plus l'affaire d'un seul pays. C'est plus qu'une menace et les États africains doivent unir leurs forces. Même son de cloche du côté de Afrique Expansion, soulagé de constater que les pays africains veulent muscler leur coopération contre le fléau que constitue le terrorisme. Un sommet de l'Union africaine s'est ouvert à cet effet à Nairobi, au Kenya, conclut-il. Au Sénégal, c'est plutôt le 12e jour du procès de Karim Wade qui a constitué le chou gras des confrères. Le RALNet parle de discours guerrier de Karim Wade. Poursuivi pour enrichissement illicite, Wade fils, devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite hier, a dénoncé une affaire judiciaire montée de toutes pièces. De la transparence et de l'équité, les députés de l'opposition au Niger le clament à corps et à cri, souligne Tam Tam. Au sujet de la question relative à l'immunité parlementaire,
ils ont adressé une nouvelle requête à la présidente de la Cour constitutionnelle du pays. Des remous, il en est aussi question au Bénin. La récente sortie médiatique du président de l'institution parlementaire, rapporte Les Quotidiens, alimente la polémique au sein de la majorité présidentielle. À sa une, la Nouvelle Tribune affiche qu'après le discours de Bopa, Yahi lance sa machine de représailles contre Nagou. Toujours au Bénin, mais loin de l'arène politique, Bénin Site Info alerte montée vertigineuse des eaux du fleuve Ouémé, risque d'inondation dans plusieurs communes. Et ce sera tout pour la revue du jour. Merci pour l'attention. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.